n'a jamais fini avec Victor Hugo. C'est un monde, ça, avec Victor Hugo. C'est un monde qui n'a pas cessé de s'élargir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand il est mort en 1885, il avait déjà laissé ce qu'on appelait une œuvre complète, énorme, gigantesque. Mais savez-vous qu'entre 1885 et maintenant et aujourd'hui, cette œuvre s'est immensément accrue. On a parlé de tombes inépuisables. C'est vrai que les œuvres posthumes de Victor Hugo qui sont sorties entre 1885 et 1900, c'est considérable. Pensez qu'il y a le grand poème qui s'appelait Dieu, tout simplement. Il y avait La fin de Satan, il y avait En voyage, il y avait le théâtre en liberté, il y avait Toutes les choses vues. Et bien tout ça a été publié posthume, et j'oubliais encore toute la lire. Puis voilà qu'en 1900 ou en 1902, si vous voulez, au moment du centenaire de la naissance de Victor Hugo, on avait bien l'impression que ça y était, qu'on connaissait tout. Alors, c'est à partir de 1902 qu'on a commencé, c'est l'imprimerie nationale qui a commencé à publier une nouvelle édition qui semblait être définitive des œuvres de Victor Hugo grâce à ce qui était déposé à la Bibliothèque nationale. C'était lui-même qui avait dit « Je veux que tous mes papiers soient déposés à la nationale ». Alors, de volume en volume, les éditeurs de cette grande édition se reportaient au texte qui était conservé à la Bibliothèque nationale et ajoutaient à chaque volume des appendices, des compléments, enfin d'après les papiers de la nationale. Ça s'est terminé, du point de vue de l'œuvre, en 1942, donc c'est pas tellement loin. Hein. Et pensez qu'en 1942, on nous a encore procuré un énorme bouquin de 600 pages, entièrement composé d'inédits de Victor Hugo. Il était mort depuis 85 et en 42, on nous apportait 600 pages, les unes de prose, les autres de vers, inédits. Alors, on pouvait croire qu'en 1942, c'était fini, hein, on avait tout sorti. C'est là où j'interviens de la manière la plus gratuite et la plus imméritée. L'arrière-petit-fils de Victor Hugo, Jean Hugo, a bien voulu me communiquer tous les carnets intimes du arrière-grand-père qui n'avaient pas été utilisés pour cette édition. En plus, la correspondance familiale, parce qu'il avait écrit à sa femme et à ses enfants au cours de toute sa vie. Alors j'ai pu ajouter un certain nombre de choses, j'ai pas été le seul à ajouter des textes, et maintenant, en 73, j'ai l'impression qu'on est arrivé à connaître à peu près tout. Je dis bien à peu près tout, parce que de temps en temps, on voit dans les catalogues de marchands d'autographes des textes nouveaux de Victor Hugo, qui sont là de la manière la plus inexplicable et indigne, puisque tout devait être remis par la famille à la Bibliothèque nationale, que la famille l'a fait de son mieux, mais qui a eu, entre-temps, ce qu'il faut bien appeler des détournements. Eh bien, disons, si vous voulez, qu'à 99%, on y est et on sait ce que Victor Hugo a écrit. Seulement, je sais aussi qu'il y a des quantités de gens qui, aujourd'hui encore, vous disent « Oh, il était formidable, ce Victor Hugo, comme écrivain, mais il n'a absolument rien à nous dire. » C'était pendant la dernière guerre, je crois, 1841, que M. Thierry Monnier disait d'un ton assez supérieur « Je demande que l'on m'indique, que l'on me dise avec précision ce que Victor Hugo a apporté comme idée nouvelle. » Ben, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Ça a été une tradition dans laquelle j'ai été élevé quand j'étais élève et étudiant. Tradition de dire c'était un artisan verbal extraordinaire, c'est un homme qui avait une puissance poétique énorme, qui savait ce que c'était que la rime et le rythme. Quant à la substance de la pensée, hein, c'était pas grand-chose. Un homme comme Émile Faguet, par exemple, avec un fin sourire, vous disait au fond, vous savez, Victor Hugo, c'était un imbécile. Enfin, disons, si vous voulez, que c'était un primaire. Et je vous assure que sur les lèvres de M. Émile Faguet, primaire, c'est ce qu'il y avait de plus bas. Ça se rapprochait de ce que M. Barrès appelait les aliborons, c'est-à-dire les instituteurs. Hein. Quant à Gilles Lemaître, dans ses conférences très mondaines, Gilles Lemaître disait, si Lamartine est quelqu'un qui fait un peu gnangnan, Victor Hugo c'est surtout boum boum, c'est-à-dire des cymbales, mais rien derrière. Et M. Lemaître prononçait cela devant un public distingué, avec les discrets hochements de tête de l'approbation et les applaudissements réservés de l'élégance. Ben, ce que j'ai à vous dire justement, c'est que Victor Hugo c'est le contraire d'un homme creux. C'est quelqu'un qui a des quantités de choses à nous dire. Et je voudrais commencer par une épigraphe, enfin tirée de lui-même, un des textes que j'ai retrouvé, où il disait « Mon destin aura été de vivre célèbre et ignoré. Je ne suis connu que de l'inconnu. » Alors aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est d'abord ceci, une rectification que j'ai à me faire, une autocritique. Dans les exposés que j'ai faits bien des années, et même dans les livres que j'ai faits sur Victor Hugo, j'ai dit une erreur. J'ai dit en effet qu'à partir d'une certaine date qui est 1840, entre 1840 et 1852, c'est-à-dire pendant 12 ans, il y a un Victor Hugo qui n'est plus lui-même. Quoi? Je veux dire ceci. En 1840, Victor Hugo, il est arrivé, je devrais dire si vous voulez 1841, puisque c'est en janvier 41 qu'il est entré enfin à l'Académie française. Très jeune, puisqu'il était né en 1802, entré à 39 ans à l'Académie française, c'était pas mal. Hein. D'autre part, en 1838, il avait vendu, oui, le mot est bien comme ça, vendu l'exploitation de ses œuvres complètes à une société qui s'appelait Société propriétaire des œuvres de M. Victor Hugo. Et il avait reçu 300 000 francs cash, ce qui ferait peut-être aujourd'hui, je sais pas moi, au moins 1 million de francs français ou de francs suisses en valeur actuelle.
Alors vous voyez, en 1840-41, c'était un monsieur arrivé, installé, il avait de l'argent, il avait de la gloire. Alors quand on regarde sa bibliographie, on s'aperçoit qu'entre 1840 et 1852, il a à peu près rien publié. Le Rhin c'était un groupe de lettres qu'il avait écrit à sa femme, et qu'il a publié tel quel. Sa pièce des burgraphes qu'il avait un peu sabotée, il avait fait ça en 6 semaines, elle n'a pas eu de succès. Et j'avais dit, vous voyez, c'est le monsieur installé, maintenant il s'est assis. J'avais même risqué une image en disant, c'est le taureau qui est devenu bœuf. Eh bien, je me trompais. Et je me suis aperçu, grâce à un livre qui est apparu il y a 2 ans de M. Jean Godot, qui s'appelle Le temps de la contemplation, je me trompais en disant que Victor Hugo n'avait pas travaillé entre 1840 et 1852. En réalité, il avait beaucoup travaillé. Surtout à partir de 1846. Il a écrit dans le 2e semestre de l'année 1846 des milliers de vers. Seulement, il n'avait pas l'intention de les publier tout de suite. Et en plus, ce que j'oubliais, qui était même capital, c'est qu'à partir de l'automne 1845, ce Victor Hugo, qui est père de France, qui est un grand personnage, qui est reçu aux Tuileries, est en train d'écrire un livre dont il n'a pas encore trouvé le titre. Il l'appellera Misère. Et puis ça sera beaucoup plus tard, ça sera Les Misérables. Et ce grand notable, ce majestueux, cet homme qui est reçu au palais des Tuileries, est en train d'écrire un livre qui va s'appeler Les Misérables et dont le profond souffle n'est pas certes de nature à plaire à Louis-Philippe. Et puis, M. Godon a trouvé, enfin j'aurais dû le voir, mais je n'avais pas su le voir. Il a trouvé dans Toute la Lyre, dans l'édition nouvelle de Toute la Lyre, publiée en 1935, je crois, un petit texte qui est du 1er juin 46. 1er juin 1846. Victor Hugo a donc, à ce moment-là, 44 ans. En juin 46, s'était produit dans sa vie personnelle quelque chose de dramatique. Déjà en 1843, il avait été déchiré par un deuil. Le 4 septembre 1843, sa fille aînée, qui s'appelait Léopoldine, s'était noyée. Elle avait 19 ans, était déjà mariée, était déjà enceinte, et dans un accident de bateau, elle a coulé. Première rencontre cruelle avec la mort. Mais voilà qu'en juin 1846, une autre jeune femme, une jeune fille, va mourir devant lui. C'était la fille de sa maîtresse. Sa maîtresse, c'était Juliette Drouet. La fille s'appelait Claire Pradier, parce qu'elle était née des œuvres du sculpteur Pradier, qui du reste l'avait pas reconnue, mais enfin on l'appelait Claire Pradier. Et Victor Hugo aimait beaucoup cette jeune fille. Elle allait avoir 20 ans, se préparait à être institutrice. Elle aimait profondément Victor Hugo, il lui-même avait une grande tendresse pour elle, et cette gamine, peu à peu, se décompose, enfin se défait, probablement ce qu'on appellerait aujourd'hui tuberculose, enfin phtisie, et elle va mourir dans cette année-là, juin 46. C'est la 2e rencontre de Victor Hugo avec la mort d'un très jeune être. Alors Godon, M. Jean Godot, a repéré dans Toute la Lyre, édition 1935, où on ajoutait des inédits, un petit texte que voici. « Vous dont une femme a pris l'âme, soyez toujours comme si vous étiez sans femme et sans amour. Vous qui vivez parmi les roses, les sens en feu, soyez comme en la nuit profonde où rien ne luit, car la figure de ce monde s'évanouit. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous dont une femme a pris l'âme, à ce moment-là, où il est en effet passionné par une autre femme qui s'appelle Léonie Biard. La figure de ce monde, Dieu sait si ça l'intéressait, la figure de ce monde. Vous savez, c'était je dis pas un voyeur, un regardeur, Victor Hugo, un homme qui aimait considérer les choses, un visuel, quoi. Et voilà qu'il se dit à lui-même, dans ce texte qu'il n'avait pas publié, il l'avait laissé comme ça, caché, il se dit, mais c'est pas sérieux. À travers ce monde qui est une apparence, il y a une transparence. C'est pourquoi M. Jean Godot a eu raison d'intituler sa thèse le temps de la contemplation, parce que vous savez bien qu'en 1856, Victor Hugo a écrit un recueil qui s'appelle Les Contemplations, et dès 1946, c'était déjà ce nouveau regard qu'il portait sur les choses, non plus pour en voir l'apparence, pour essayer d'en découvrir le secret. Bon. Alors, une des deux choses que je voudrais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est ceci. Il faudrait que je vous parle tout de même de l'écrivain, parce que j'en ai jamais assez parlé. Par réaction, sans doute, contre la manière dont j'avais été élevé. Tous mes professeurs, que ce soit au lycée de Mâcon ou que ce soit même à la Sorbonne, ne cessaient de répéter « Oh, ça, Victor Hugo, formidable comme artiste, mais rien dedans ». Alors, par réaction, parce qu'il y avait beaucoup de choses dedans dont je vous parlerai, je ne m'étais pas assez attaché à Victor Hugo écrivain. Et j'ai 2 ou 3 choses à vous dire là-dessus. C'est un homme qui a réfléchi sur le métier d'écrivain. Il sait très bien que de son temps même, on disait « Victor Hugo, il est formidable, il est extraordinaire pour la forme, mais le fond, il n'y en a pas. » Alors écoutez ce qu'il répond. Mais la forme, elle dépend du fond. Il n'est pas plus possible d'avoir le style sans avoir la pensée que d'avoir la beauté sans avoir le visage. Avoir du style, écrit Victor Hugo, c'est savoir ramener sans cesse le fond à la surface. À propos de la métaphore, Victor Hugo a une phrase inoubliable. Il dit la métaphore est sa trajectoire incalculable. Ça veut dire quoi? Vous savez, métaphore, c'est une transposition, c'est une image.
Et quand Victor Hugo utilise la métaphore, ça n'est pas simplement dans une intention de nous étonner par un rapprochement inattendu, c'est quelqu'un qui, comme Baudelaire du reste, croit à des correspondances, croit à une analogie entre le monde visible et le monde invisible, et pour lui, la métaphore, c'est une espèce de méthode perforante pour essayer d'atteindre le secret du monde. Il va dire aussi à propos des mots. Les mots sont la chair de l'idée, et cette chair vit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On nous dit souvent que c'est Mallarmé, dans la poésie française, qui a le mieux réfléchi à ce fait que le mot est aussi un son. Le mot, c'est deux choses. C'est un son, en effet, vous savez, même quand on lit un texte, quand on ne l'entend pas, quand on le lit, on l'entend sourdement. Il y a le sens et il y a le son. Et bien, Victor Hugo est quelqu'un qui a parfaitement compris que le son d'un mot comporte autour de lui, comme tous les sons, des harmoniques. Autour d'un son, il y a une espèce de aura audible, si vous voulez. Et que cette aura possède une puissance de suggestion et d'évocation bien supérieure au simple pouvoir de désignation que le dictionnaire confère aux mots. Et alors là, je voudrais vous apporter de lui un texte extrêmement peu connu qui m'a beaucoup frappé. Il avait recueilli, il était très attentif à ça, il avait recueilli une chanson d'argot, pas exactement d'argot, une chanson de Chiourme, une chanson de bagne du XVIIIe siècle. Cette chanson, c'est les phonèmes, sur la babille, mirlababo, etc. Bon. Singulier phonème. Et voici ce qu'il en dit à propos du son, enfin de l'extraordinaire évocation que, selon lui, comporte cette chanson-là. C'est un refrain strident et sautant, qu'on dirait éclairé d'une lueur phosphorescente, et qui semble jeté dans la forêt par un feu follet jouant du fifre. Je voudrais aussi vous parler de Victor Hugo, narrateur. C'est pas que j'aime beaucoup son théâtre, vous savez, je crois que c'est la partie morte de son théâtre, sauf le théâtre en liberté qu'il a écrit dans la fin de sa vie. Mais le Victor Hugo romantique fait des pièces que l'on essaye encore de reprendre, je ne l'aime guère. Mais, cet homme qui usait de mélodrame, certainement, au théâtre, savait, quand il était un romancier, écrire des choses extrêmement simples, contenues, gouvernées, hein, où il n'allait pas fort, et qui avaient au contraire une puissance de suggestion extraordinaire. Je vais vous en donner deux petites preuves. Hein. Une, je vais vous citer, je vais vous le lire même, un texte extrêmement bref des Misérables, qui celui-là est à la frontière de l'humour. Il s'agit de la présentation de Cosette à Gillenormand. Vous vous rappelez peut-être, hein, il y a Cosette que Marius aime. Puis il y a le grand-père, Gillenormand, le grand-père de Marius, qui se dit qu'est-ce que c'est que ce mariage, je ne connais pas, cette Cosette, d'où sort-elle, etc. Alors le Marius a décidé de présenter sa jolie petite fiancée au vieux bonhomme Gillenormand, qui est un homme très difficile, très violent. Elle apparut sur le seuil. Il semblait qu'elle était dans un nimbe. Précisément à cet instant, le grand-père allait se moucher. Il resta court, tenant son nez dans son mouchoir et regardant Cosette par-dessus. « Adorable !» s'écria-t-il. Puis il se moucha bruyamment. Vous me direz que c'est rien, mais je trouve que cette anecdote, en fait, cette scène de rien est excellente. Puis on voit une autre, alors d'un tout autre ton. C'est à la fin des Misérables. C'est Cosette qui va se marier. C'est entendu, Gillenormand a accepté. Cosette va devenir Madame Marius. Vous savez qu'elle a été élevée par Jean Valjean, qui l'avait recueillie, cette pauvre petite Cosette. Et Jean Valjean, il l'adore. Bon, c'est un vieil homme maintenant, et il n'a que cette petite fille, cette femme, cette jeune fille près de lui, puis elle s'en va. C'est le drame du père de famille qui n'a qu'une enfant et qui voit cet enfant partir. Alors, le jour du mariage, alors que Cosette est naturellement folle de bonheur, enfin, elle va être enfin la femme de Marius, le vieux Jean Valjean essaye de bien se tenir, mais en fait, il est déchiré. Alors, Hugo nous dit, dans la réception qui avait eu lieu chez Jean Valjean, il y avait beaucoup de monde, et Jean Valjean essayait de faire bonne figure, mais ça lui coûtait beaucoup. Alors à un moment, dans l'après-midi, je pense que c'était après le repas, il s'était installé dans une pièce près d'une porte, dont le battant, dans les deux battants, était ouvert. Et il s'est mis derrière un de ces battants, comme pour se cacher un peu, afin que les gens ne viennent pas le retrouver. Et puis voilà Cosette qui pense tout de même au papa, enfin qu'elle veut lui dire bonjour, puisqu'elle est radieuse, ravissante, heureuse. Alors elle le trouve derrière sa porte fermée. Puis elle lui dit, « Alors père, vous êtes heureux ?» Alors il dit, « Oui, je suis heureux, dit-il. »« Eh bien, puisque vous êtes heureux, riez !» Et Jean Valjean se mit à rire. C'est tout, il n'y a que ça. À ce propos, je voudrais vous parler un petit peu de l'humour de Victor Hugo, parce qu'on n'y pense pas souvent. Et il faut savoir que Victor Hugo, c'était quelqu'un qui avait une propension, non pas seulement au calembour, mais au fou rire. C'était quelqu'un de profond, vous allez le voir, mais qui aimait aussi s'amuser. Et ce côté humour chez Victor Hugo, j'y ai consacré un petit bouquin, mais il y aurait tout un livre beaucoup plus gros à faire pour vous montrer comment il était. Alors j'ai pensé que dans cet entretien assez sérieux et quelquefois un peu ennuyeux, c'est peut-être bon de vous apporter un petit choix de textes humoristiques de Victor Hugo. Par exemple, il était très attentif aux façons de parler de la domestique, enfin de la femme de chambre, si vous voulez, de sa maîtresse Juliette Drouet. Et elle prononçait ce qu'il appelait des locutions irréfléchies. Elle s'appelait Suzanne.
Elle disait par exemple, nous dit Victor Hugo, « Ah, je suis heureuse comme une poule au pot ». Ou encore, « J'ai dormi comme un noir ». Ou elle disait aussi, « Oh madame, je dors, mais je dors. Cette nuit, j'ai dormi 12 heures de suite sans jamais me reposer. » À propos de Gavroche, vous savez, le petit Gavroche, fils des Thénardier, Hugo écrit ceci. C'était un petit garçon que la Thénardier avait eu un des hivers précédents, sans savoir pourquoi, disait-elle, effet du froid, sans doute. Il y a un mari devant lequel on complimente sa femme. On lui dit, oh, vous avez une femme ravissante. Vous êtes trop bon, disait le mari. Il ressemblait à une huître qui ferait la modeste pour sa perle. Cette phrase qui est très méchante et qui est très injuste. Les diplomates trahissent tout, excepté leurs émotions. Hugo est un homme qui vous conseille de ne pas faire déclaration d'amour quand on a un rhume de cerveau et d'épargner à une jolie femme un « je t'aime » qui pourrait nuire à sa conquête, dit-il. Voilà une autre forme d'humour qui est un petit peu plus méchante, c'est un petit peu agressif. Les vers de Barthélemy, poète bien oublié aujourd'hui, hein, les vers de Barthélemy sont beaux, comme on dit que les sergents de ville sont de beaux hommes. Ou encore cette vacherie, pardonnez-moi. Je rêvais dans la basse-cour et, considérant une oie, je remarquais tout à coup sa ressemblance avec M. Saint-Marc Girardin de l'Académie française. Et puis je voudrais que vous me permettiez, ce ne sera pas très long, mais vous me permettiez de lire un petit texte un petit peu plus long, qu'on trouve dans l'histoire d'un crime. Vous savez que l'histoire d'un crime, c'est un livre très sérieux que Victor Hugo a publié dans un moment dramatique quand il croyait que la France en 1877 était au bord d'un nouveau coup d'État contre MacMahon. C'est l'histoire de ce qui s'est passé le 2 décembre 51, et c'était pas drôle. Et puis tout à coup, dans ce livre très sérieux, très grave et même austère, tout à coup, il y a ceci. Terrier était représentant du peuple et proscrit. On lui délivra un passeport spécial avec itinéraire obligé pour lui et sa femme. Muni de ce passeport, il partit donc avec une femme. Mais cette femme était un homme. C'était son beau-frère, Prévrault, qui avait pris les armes contre le coup d'État, qui avait rempli son devoir, et c'est pourquoi on l'avait condamné à mort. Il fallait le sauver. Prévrault était petit et mince, alors on l'habilla en femme, on lui mit une voilette épaisse, il devint donc Madame Terrier, et son beau-frère l'emmena. Ils étaient seuls dans le wagon, chacun dans son coin, se faisant face. Tout alla bien jusqu'à Amiens. À Amiens, station. La portière s'ouvrit et un gendarme entra qui vint s'asseoir à côté de la fausse Madame Terrier. Le gendarme demanda les passeports, Terrier le montra. Le gendarme trouva tout en règle, il se borna à dire « Nous ferons route ensemble, je suis de service jusqu'à la frontière ». Le train repartit. La nuit était noire. Terrier s'était endormi. Tout à coup, Prévrault sentit un genou presser le sien. C'était le genou de la police. Et une botte se posait mollement sur son pied. C'était la botte de la maréchaussée. Et même, enhardi par le mari sommeillant, le gendarme risqua sa main jusqu'à la robe. Prévrault, plein de rage, repoussa la main du gendarme avec douceur. Recula, déroba ses jambes sous la banquette, se montrant énergiquement vertueux. Cependant, les entreprises de l'agresseur ne se décourageaient pas, et le péril devenait d'instant en instant plus pressant. Tout à coup, le train s'arrêta. Une voix cria « Quiévrin !» On était en Belgique. Le gendarme, forcé de s'arrêter et de rentrer en France, se leva pour descendre, et au moment où il quittait le marchepied, où il touchait terre, il entendit derrière lui sortir de dessous la voilette de dentelle ces paroles expressives « Fous le camp ou je te casse la gueule ». Encore une autre petite chose. C'était Victor Hugo qui se rappelle les discours qu'il prononçait quand il était à l'Assemblée nationale, lui, député de gauche, et des discours qui terrifiaient les gens de droite. Alors il dit, après tel discours, où il n'avait été question que de liberté, de paix, de concorde et de progrès, on voyait les députés conservateurs se lever tout pâles. Ils n'étaient pas très sûrs n'être pas déjà guillotinés, et s'en allaient au vestiaire chercher leur chapeau pour voir s'il y avait encore une tête. La dernière petite astuce que je vais vous dire, elle est 1873, il est plus jeune, il a 71 ans. C'est au moment de l'ordre moral, vous savez, c'est quand MacMahon dirige la France. À ce moment-là, c'est les conservateurs qui gagnent. Et Victor Hugo écrit la petite phrase que voici. « Ah ah, messieurs les absolutistes, messieurs les cléricaux, vous tenez la queue de la poêle, patience, friera bien qui friera le dernier. » Et bien ça nous achemine à la dernière partie de ce petit exposé d'une demi-heure. Je voudrais vous dire quelques mots de l'évolution politique de Victor Hugo. Il est bien certain que Victor Hugo a été très très mal accueilli par les bien-pensants. Lorsqu'il est mort en 1885, le grand journal catholique des Assomptionnistes, qui s'appelait La Croix, a fait en guise d'horizon funèbre un très court article où il y avait « Il était fou depuis 30 ans ». Vous savez, 30 ans, c'est un chiffre rond, 1885 moins 30, en réalité, ça fait 1848-1849. C'est en effet à partir de 1849
que Victor Hugo, qui avait été d'abord député conservateur, a quitté le parti conservateur et est passé de l'autre côté. Alors pour les bien-pensants, pour les assomptionnistes de la Croix, quelqu'un qui ne pensait pas politiquement comme eux, eh bien c'était un fou, c'était un dément. Pourquoi? Peut-être parce que Victor Hugo avait parlé très mal du clergé et du pape. Oh, c'est vrai, il avait parlé très mal du clergé et du pape. Mais n'en croyez rien. Hein. Il aurait pu parler très mal du christianisme, mais s'il avait été du bon côté du point de vue politique, on ne lui en aurait pas voulu. Rappelez-vous ce qui s'était passé avec Brunetière, le catholique Brunetière, entre Voltaire et Jean-Jacques Rousseau, entre Voltaire l'antichrétien et Jean-Jacques Rousseau le chrétien. Ben, M. Brunetière ne cachait pas qu'il préférait 1000 fois M. de Voltaire, parce qu'au moins, disait-il, M. de Voltaire n'a jamais mis en cause la grandeur de l'institution sociale. Et Renan, Dieu sait que dans les milieux chrétiens, on n'avait pas beaucoup aimé le livre de Renan sur la vie de Jésus, puisque Renan essayait d'expliquer qu'il ne faut pas se tromper, que Jésus était certainement un doux prêcheur évangélique, mais quant à croire qu'il avait quelque aspect de divinité, certainement pas. Ben, on n'en voulait pas, M. Renan. Pourquoi? Parce qu'en 1871, après la Commune, Renan avait publié, l'année même, 1871, il avait publié un livre qui s'appelle La réforme intellectuelle et morale, où il disait qu'il fallait absolument rétablir la monarchie, qu'il fallait que les citoyens, ou plutôt les sujets, fussent ramenés à l'autorité. Enfin, il pensait admirablement bien du point de vue politique et social. Donc, c'est un grand homme. Et M. Maurras, comme disait Barrès, c'est quelqu'un qui veut bien du pape et surtout pas de Jésus-Christ. Ben, ça n'a pas d'importance. Maurras pouvait parler des prophètes en les appelant des énergumènes vomis du désert, mais comme en même temps c'était un homme d'ordre, comme un de ses livres avait été dédié par lui à l'Église de Rome, l'Église de l'ordre, il avait droit immédiatement à l'estime de tous les bien-pensants, aux bénédictions du cardinal Billot, et il était accueilli dans la meilleure compagnie des gens de bien et des dévots. Donc, ce n'est pas pour des raisons religieuses, et ce n'est pas à cause de son anticléricalisme que Victor Hugo a été si maltraité du côté de la Croix, les assomptionnistes et les bien-pensants. C'est pourquoi? Ben, c'est parce qu'il faut l'avouer, Victor Hugo avait prononcé un certain nombre de phrases et pris un certain nombre d'attitudes qui ne plaisaient pas à la société distinguée. Savez-vous ce qu'il avait fait au moment de la Commune? Il n'était pas à Paris au moment de la Commune. Son fils venait de mourir, c'était en mars 1871. Il avait dû s'occuper de ses deux petits-enfants. Sa belle-fille était belge, alors il est allé en Belgique, auprès d'elle, pour l'aider, enfin pour la consoler, pour s'occuper des deux petits. Et il avait dit de la Commune, non, je ne suis pas avec eux, je crois que la Commune est une bonne chose mal faite, une bonne chose mal faite. Et même, pendant la Commune, il avait fait 2 fois des protestations. Seulement, quand il a vu après, lorsque la Commune a été écrasée, lorsqu'il a vu après ce qui s'était produit, la semaine sanglante, vous savez, ces égorgements incroyables, ce qu'il appelait lui-même l'orgie des meurtres, quand il avait vu ce qu'on pourrait bien appeler la terreur blanche des possédants et la vengeance des nantis, alors Victor Hugo avait pris feu. Et il avait publié un certain nombre de textes où il avait dénoncé l'atrocité de ce qui se passait à Paris. Et même, il avait ouvert sa maison de Bruxelles, il habitait place des Barricades à Bruxelles, il l'avait ouvert aux communards. Or, la Belgique, qui avait été impressionnée par la pression du gouvernement français, avait décidé qu'elle n'accorderait pas droit d'asile aux communards. Alors Victor Hugo avait dit, eh bien, si on n'accepte pas en Belgique que les communards viennent se réfugier chez moi, les fugitifs, moi j'ouvre ma maison. Bon, résultat, en 24 heures, il avait été tué à la porte naturellement, il avait été obligé de se réfugier au Luxembourg. Victor Hugo est un monsieur qui va vous dire des choses assez terribles et assez inadmissibles sur l'ordre. Et vous savez bien que l'ordre, c'était la grande idée, enfin l'idée directrice des bien-pensants. Et il va vous dire, et ça c'est pas un texte du moment de la Commune, c'est un texte après le coup d'État coup d'État du 2 décembre 51. Il dit, il est indispensable et nécessaire que l'on sache bien, que l'on sache à jamais, ce que dans la bouche de certains le mot ordre signifie. Il signifie pillage des deniers publics, confiscation, arrestation, déportation et fusillade. Le voilà, l'ordre à l'état flagrant. À la fin du Second Empire, il avait été très bouleversé, Hugo, par les drames qui s'étaient passés dans 2 établissements miniers de France. L'un était à Aubin et l'autre était là, Ricamari. Les mineurs s'étaient mis en grève. Naturellement, on avait tiré contre les mineurs. On en avait tué un certain nombre, y compris des femmes. Et même l'officier qui avait décidé de faire ouvrir le feu avait été immédiatement décoré de la Légion d'honneur. Alors Victor Hugo, dans un très beau texte qui est de 1869, qui s'appelle, je crois, Aubin, dit « La mine prospérait. Quel était son produit? La famine. » Il y a un autre texte de lui qu'on lui achetait à la figure en disant « Mon Dieu, mais qu'il est excessif. » Enfin, c'est un homme qui manie les antithèses et qui ne réfléchit pas à ce qu'il dit. Il avait écrit ceci. Quand on songe à la condition des enfants dans les manufactures, et c'est vrai que sous la monarchie de Juillet comme sous l'Empire,
il y avait un nombre incroyable de gamins entre 5 ans et demi et 12 ans qui étaient employés dans les manufactures. Grâce au machinisme, il y avait moyen d'utiliser le simple mouvement d'un gosse pour faire marcher une machine. Comme le gosse était payé un quart de ce gagnait un adulte dont le salaire était déjà dérisoire, vous imaginez les bénéfices prodigieux que faisaient les manufacturiers en utilisant cette main-d'œuvre enfantine. C'est bon, naturellement, ces gosses qui restaient jusqu'à des 12 heures de suite devant des machines mouraient. Ils mouraient comme des mouches. Parmi les portées, si je puis dire, de petits prolétaires, c'était une hécatombe permanente. Il en survivait à peu près, et je crois que j'exagère même, 1 sur 10. Alors Victor Hugo disait, lorsque ces gens de bien, ces manufacturiers, enfin ces grands commerçants, organisent chez eux, dans leur château, des raouts, des fêtes, et qu'ils ont là des femmes ravissantes, qui ne se rendent pas compte du tout de ce qu'elles font, il y a leur femme, il y a leur maîtresse, il y a leur fille, et qu'on les voit manger gentiment des petits gâteaux, elles ne se rendent pas compte, disait Victor Hugo, elles ne se rendent pas compte, ces belles dames, que ce qu'elles sont en train de manger, là, ces petits fours, elles sont en train de manger des enfants vivants. Cris, hurlements, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, on n'est pas des anthropophages. Et c'était cependant le mot même qu'avait employé Proudhon quand il avait parlé d'une civilisation d'anthropophages, étant donné la destruction massive de ses enfants. Hugo était allé voir en 1851 ce que l'on appelait les caves de Lille. Dans toutes les villes industrielles de France, sous le Second Empire et déjà sous la monarchie de Juillet, la classe ouvrière était parquée dans un ghetto. On ne pouvait pas permettre naturellement, enfin c'est pas concevable, que la classe ouvrière puisse se mélanger avec la classe possédante, la classe convenable. Alors on les encerclait dans des ghettos. Mais il y avait ceci de particulier à Lille, que le ghetto des prolétaires était souterrain. On les entassait dans des caves. Dans des caves où ces gosses ne voyaient pas la lumière, enfin ils sortaient juste pour aller travailler, ils revenaient, mangeaient, Dieu sait ce qu'ils pouvaient, enfin des déchets de viande, c'est là où ils mouraient tellement. Victor Hugo, on lui avait parlé des caves de Lille, il a décidé d'y aller. Il avait voulu emmener avec lui un député, il était encore à ce moment-là un député conservateur, qui s'appelait, je crois, je ne suis pas bien sûr, qui s'appelait Victor Lefranc, enfin peu importe. Et ce monsieur Victor Lefranc lui a dit, non, je ne veux pas y aller, ça ne m'intéresse pas, ces caves de Lille, c'est manquer de modération. Hugo a trouvé ça prodigieux. Manquer de modération pour aller voir les caves de Lille, ça lui paraissait énorme. Si bien qu'avant la commune même, Victor Hugo avait osé dire ceci, en s'adressant aux gens de sa classe, car il appartenait, lui, à la classe possédante. Il leur avait dit, mais cette révolution, qu'est-ce que c'est? C'est une explosion de gens qui ont été étouffés, qui ont été asphyxiés. Et qu'est-ce que nous avons fait, nous, pour ces gens-là? Est-ce qu'on ne les a pas comprimés? Est-ce qu'on ne les a pas mis dans un tel état qu'ils n'ont d'autre recours que l'insurrection? Et tenez-vous après, ô semeur de tempête, que ce souffre-douleur soit votre trouble fête. Victor Hugo va faire son évolution en 1849. Il était à ce moment-là député conservateur. Il s'aperçoit qu'il y a un certain brave type, vous savez, un bonhomme qui était conservateur aussi, qui s'appelait Monsieur de Melun, et qui avait proposé un plan d'assistance, simplement d'assistance, pas une réforme de structure. Mais Monsieur de Melun, qui était épouvanté par la misère de Paris, misère de la classe ouvrière, disait on pourrait essayer au moins de panser les plaies, on va faire un programme d'assistance. Et bien savez-vous, ce simple programme d'assistance était dénoncé par la droite comme un programme ouvertement, ou plutôt imbécilement et inconsciemment socialiste. Une des vedettes de l'extrême droite catholique, qui s'appelait Louis Veuillot, avait inventé d'appeler ça le choléra Melun, parce qu'en 1849, il y avait une épidémie de choléra à Paris, de choléra physique, et M. Louis Veuillot disait, Melun, ça c'est un choléra spirituel. Alors Hugo avait été commotionné, le mot n'est pas trop fort, en entendant dans les bureaux, vous savez, il y a toujours des réunions dans les bureaux, à une assemblée, avant qu'on ne passe à la discussion publique, il avait entendu ceci dans les bureaux. Les conservateurs avaient dit, bon, c'est bien évident qu'on ne peut pas refuser de voter cette loi d'assistance. Ça nous mettrait dans une vilaine situation à l'égard de la population française. On dirait qu'ils sont des monstres. Mais c'est bien entendu, n'est-ce pas, hein, c'est bien entendu, qu'on va tous voter massivement en faveur du projet d'assistance, mais qu'on s'arrangera pratiquement pour que ce projet ne soit jamais appliqué. Ça avait fiché un tel coup à Victor Hugo que quand il monte à la tribune, c'était le 9 juillet 1849, il commet, c'est vrai, une incorrection, parce que je ne crois pas qu'il soit d'usage de dire à la tribune d'une assemblée ce qui a été dit dans les bureaux, et il a dit publiquement, j'ai entendu cette chose affreuse, que le Parti conservateur a décidé de voter la loi d'assistance à condition qu'elle ne soit pas appliquée. Trahison en face de l'ennemi, dira M. de Falloux. De Falloux, extrême droite. Trahison en face de l'ennemi. Victor Hugo nous a abandonnés en pleine lutte. Eh bien, c'est la position que prend Victor Hugo à partir de 1849. Il n'en bougera plus. Dieu sait qu'il avait évolué précédemment. Il a encore 36, 37 ans à vivre, il n'en bougera plus. Et même quand il devient vieux, il dira, je ne veux pas être de ces doux vieillards
Vous savez, on nous dit, oh, la vieillesse, c'est le moment de l'apaisement, enfin, on a des cheveux blancs, il faut une espèce de scepticisme indulgent. Je mourrais indigné, dit Victor Hugo. Ben, je vous dirais que j'aime assez ça. Après tout, la lutte pour la justice, la lutte contre la justice, l'indignation contre les horreurs sociales, c'est pas forcément un péché de jeunesse.